Kubwa, quartier ouest d'Abuja. Les murs sont lézardés, les espoirs aussi, mais certains cœurs battent plus fort que la misère. Le soleil déclinait, lentement sur les toits rouillés de Kubwa. Les cris des enfants se mêlaient aux appels à la prière, tandis qu'une brise chaude et poussiéreuse faisait frémir les rideaux, déchirés de la maison des Okafor. Assise sur une natte tressée, Ezine, 19 ans, tournait les pages d'un vieux manuel de droit récupéré dans une benne, un stabilo presque vide à la main. Elle récitait doucement à voix basse. « Toute personne a droit à la dignité de sa personne. Et aucun individu ne doit être soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient. Elle releva la tête quand elle entendit la porte grincer. C'était Chijioke, son petit frère de 11 ans, les pieds couverts de poussière, tenant un sachet plastique contenant 2 tomates, un oignon et un maigre morceau de poisson. « Zini, maman dit que c'est tout ce qu'on a pour ce soir. »« Ça ira, » murmura-t-elle en forçant un sourire. « Va laver tes mains, je vais préparer ça. » Mais ce soir-là, tout bascula. Un voisin arriva en courant, le souffle coupé, le visage grave. « Ezine, c'est ton papa. Il a eu un accident sur la route de Zuba. On dit qu'un camion militaire l'a percuté. Ils ont dit que il est... » Le monde s'effondra. Un cri déchira la nuit, un cri venu du ventre de la terre. C'était la mère d'Ezine, effondrée sur le sol battu, hurlant comme si elle appelait un dieu muet. Ezine, elle, resta figée. Les larmes ne vinrent pas tout de suite, seulement le froid, le silence, le vide. Quelques jours plus tard, l'enterrement fut simple. Un cercueil en bois léger, des voisins en haillons, quelques chants cassés par les sanglots. Puis la vie reprit, comme si elle n'avait pas le choix. La maison devint plus sombre, la mère d'Ezine plus absente. Elle passait ses journées à fixer le mur ou à murmurer au vent. Ton père n'était pas ivre. Il m'a dit qu'il allait dénoncer ceux qui détournaient l'argent du chantier. Et maintenant, il est mort. Ils l'ont tué, Ezine. Ils l'ont tué parce qu'il voulait dire la vérité. Ezine serra son petit frère contre elle. Elle ne pouvait pas pleurer. Elle devait tenir. Pour lui, pour sa mère. Pour son rêve. Un soir, sous les néons d'un cybercafé, Ezine consulta ses résultats. Elle avait été acceptée à l'université de Lagos pour étudier le droit. Un cri discret lui échappa, suivi d'un rire nerveux. « Papa, je l'ai fait. » Mais elle savait que c'était impossible. Les frais étaient exorbitants. Leur maison était déjà menacée de saisie. Alors, quand un homme au costume blanc l'attendit à la sortie du cybercafé avec un sourire poli, elle sentit que le destin venait frapper à sa porte. « Mademoiselle Ezine Okafor, je suis envoyé par Chief Adedayo. Il a entendu parler de votre parcours et il souhaite vous aider. Une bourse complète, logement, livres, tout payé. » Elle pensa à Lagos qui brillait, à Abuja qui saignait, à son père enterré. Elle pensa à ce rêve d'être avocate. Puis elle ouvrit son cahier et écrivit en haut de la page « Si je survis, j'écrirai tout. Je le jure. La lumière de Lagos cache bien des blessures. Et parfois, la réussite commence par une chute silencieuse. Lagos peut dévorer doucement. Pas avec des crocs, mais avec des contrats, des verres de vin et des silences bien payés. Une valise, un jet privé et des sourires en vitrine. Ezine s'habitue. Ou plutôt, elle apprend à survivre. Chaque semaine, un nouveau voyage. Abuja, Calabar, Accra parfois. Toujours dans l'ombre des hommes en agbada brodé, des politiciens ventrus, des investisseurs étrangers qui la regardent comme un bijou qu'on admire, puis qu'on possède. « Tu es jolie quand tu te tais, Ezine », lui glisse un ministre un soir. Elle rit, un rire vide, parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Mais dans les coulisses, elle observe. Et elle comprend, elle n'est pas la seule. Dans chaque villa, chaque suite d'hôtels, elle croise d'autres jeunes filles. Trop jeunes parfois. Parfumées, maquillées, reprogrammées. Une lueur d'horreur traverse ses yeux quand une d'elles, Mimi, lui chuchote. « On nous appelle les perles. On nous prête. Et parfois, on ne revient pas. » La tentative d'évasion. Un soir, à Accra, elle s'éclipse. Téléphone volé, sac à la main, pieds nus dans un couloir d'hôtel. Elle court, descend, attrape un taxi. Frontière. Je veux aller à Cotonou. Mais à peine arrivée à l'entrée du Bénin, des hommes l'attendent. En costume, sans badge, sans nom. Ils ne lui parlent pas. Ils la ramènent. Dans l'avion, Chief Adedayo l'attend, calme. « Tu crois que tu peux quitter ce monde comme on quitte un marché ?» Il tend son téléphone. Une vidéo. Sa mère, chez elle, menacée par 2 hommes. Sa voix faible. « Zini, n'essaie pas, rentre.
Rentre, ma fille. Elle s'effondre, silencieuse. Le retour amer. Elle rentre à la gosse. Mais quelque chose en elle est mort. Le rêve, l'illusion, l'honneur. Elle continue ses cours. Mais ses yeux ne brillent plus. Elle s'assoit au fond de la classe. Les professeurs la félicitent, mais elle ne sourit pas. Elle ne lit plus son manuel de droit. Elle écrit dans un carnet noir. Un journal, des noms, des lieux, des preuves. La distance du sang. Un jour, elle appelle Chijioke en visio. Frère, comment tu vas? Tu travailles bien à l'école? Mais il détourne le regard. Tu nous as oubliés? Maman pleure tous les soirs. Tu disais que tu voulais changer les choses. Mais tu n'as rien changé. Silence, puis il ajoute. Un papa serait déçu. La connexion coupe. Elle reste figée. Le téléphone glisse de sa main. La chute, elle pleure pour la première fois depuis des mois. Pas à cause d'Adedayo, pas à cause des hommes, mais parce qu'elle n'est plus Ezine. Elle est devenue un fantôme de son rêve. Et dans la nuit, elle écrit une phrase sur la dernière page de son carnet. Je suis vivante, mais je ne vis plus. Et si je continue ainsi, je mourrai sans avoir hurlé la vérité. Le silence peut protéger, mais il peut aussi tuer. Et Ezine commence à comprendre. Pour s'en sortir, il faudra parler ou tomber. Parfois, il suffit d'un regard pour qu'une âme en ruine s'autorise à espérer. Mais dans l'obscurité de la gosse, chaque lumière attire aussi les chasseurs. Un café oublié de Yaba. L'endroit ne paie pas de mine. Vieilles chaises, murs défraîchis, serveurs endormis. Mais Toby Olumide, 31 ans, y vient chaque semaine. Journaliste indépendant. Réputé pour ses enquêtes contre les puissants. Jusqu'à ce que l'une d'elles lui coûte son job, son nom et presque sa vie. Il la remarque d'abord à cause de son silence douloureux. Ezine vient là entre deux cours. Elle y écrit, toujours seule. Toujours la même table. Carnet noir, visage fermé. Mais une nuit, il l'entend murmurer en haussa d'un ton. Les monstres portent des costumes, pas des cornes. Il s'approche. Tu dis ça comme si tu les connaissais de près? Elle lève les yeux, d'abord méfiante, puis lasse. Je les connais de l'intérieur, malheureusement. Le doute, puis la confiance. Il croit d'abord qu'elle fait partie du jeu. Une protégée, une complice. Mais plus elle parle, plus les pièces s'assemblent. Des noms, des dates, des détails trop précis, trop douloureux pour être inventés. Elle lui montre des enregistrements audio, des visages flous sur des photos, des carnets, des trajets, des messages chiffrés. Toby, écoute, prends des notes, hésite. Tu sais que si je sors ça, je peux mourir. Et si tu ne le fais pas, combien d'autres filles vont disparaître? Il hoche la tête. D'accord, on fait équipe. Mais on ne va pas juste dénoncer, on va exposer brutalement. Les nuits clandestines. Les jours passent. Ils se voient en cachette, travaillent dans des cybercafés, créent des comptes anonymes, transfèrent des fichiers. Ezine enregistre une vidéo, visage flouté, voix modifiée. Je m'appelle E. J'ai été utilisé comme monnaie d'échange par un homme politique. Je ne suis pas la seule. Entre deux sessions, il parle. Rions. Un soir, elle s'endort sur son épaule. Il la regarde, longuement, puis murmure. Tu es forte. Mais tu n'as pas à tout porter seule. L'amour comme faiblesse. Un matin, ils s'embrassent. Longtemps. Pas un baiser de film. Un baiser douloureux, tremblant, rempli de peur. Toby, je n'ai pas le droit d'aimer. Pas maintenant. Tu n'as pas le droit de t'éteindre non plus. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont déjà surveillés. Un employé du cybercafé a tout filmé et vendu les images. Chief Adedayo les regarde depuis son bureau. Lentement, il se lève, décroche son téléphone. Ils ont dépassé les limites. Qu'on s'occupe du garçon. Discrètement. L'amour donne des ailes. Mais dans ce monde-là, il sert surtout à viser le cœur, avant de tirer. Quand tu mets les puissants en colère, ils ne t'écrasent pas. Ils t'effacent lentement et te regardent disparaître. Le silence avant la tempête. Ezine sent que quelque chose a changé. Depuis quelques jours, les messages de Toby mettent plus de temps à arriver. Il annule une rencontre, puis deux. Une nuit, elle l'attend pendant 2 heures dans leur café habituel. Il ne vient pas. Le lendemain, elle reçoit une vidéo. Toby, ligoté, le visage enflé. Du sang sur la chemise. Une voix off. C'est ça ton justicier? Il a chanté après une nuit. À toi de choisir maintenant, ta liberté ou son cercueil. L'offre du diable, Chief Adedayo l'appelle. Il ne crie pas, il ne menace pas. Il propose, doucement, froidement. Ezine, tu es brillante. Tu peux tout recommencer. Nouvelle identité, nouvelle vie. Afrique du Sud peut-être?
Au Canada? Et Toby? Disparition tragique. Journaliste suicidaire. Personne ne posera de questions. C'est le prix de ta paix. Elle raccroche, tremblante. Dans sa chambre, elle serre le carnet noir contre son cœur. Les larmes coulent. Pas de peur, de rage. Un nom? Un souvenir? Elle pense à un nom. Ikena. Autrefois son meilleur ami d'enfance à Coupe-Bois, génie des ordinateurs, rebelle silencieux. Disparu du quartier après un cambriolage. Elle le retrouve dans un cybercafé clandestin de Mouchine, à Lagos. Barbe sale, lunettes cassées, air parano. Tu viens me vendre ou tu viens te venger? Je viens sauver quelqu'un. Et exposer un monstre. Le pacte du feu? Ikena écoute son histoire. Il ne sourit pas. Il hoche lentement la tête. Puis il tape sur son clavier. J'ai besoin de 3 jours. Et de tout ce que tu as, vidéo, audio, messages. On va noyer le net avec sa saleté. Je connais les bons serveurs. Dark web. Réseau d'activistes. Il ne pourra plus se cacher. Et Toby? Ah, s'il est encore vivant, on le trouvera. Mais il va falloir que tu sois prête à ce qu'il ne revienne pas. La chasse est ouverte. 3 jours plus tard, il lance l'opération. Oga Exposa de Dayo apparaît sur Twitter. Des extraits audio sont diffusés. Des témoignages anonymes. Des noms, des montants, des visages floutés. La presse internationale commence à s'en emparer. Adedayogne crie au montage, mais il transpire. Ezine reçoit un message inconnu. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Ce soir-là, Ezen ne dort pas. Elle sait que désormais, ce n'est plus une fuite. C'est une guerre. Et elle vient de déclarer la première bataille. On croit que dénoncer l'injustice apporte la liberté. Mais avant d'atteindre la lumière, il faut traverser le feu, l'explosion. Le fichier est publié à 9 h du matin un mardi. Une vidéo de 12 minutes, montée par Ikena, partagée par des activistes à Londres, Johannesburg et Paris. On y entend des voix d'hommes politiques, des rires gras et des phrases abominables. Elle a 17 ans? Parfait. Plus elles sont jeunes, plus elles ferment leur bouche. Le hashtag #ExposeAdedayo devient viral. La presse locale s'emballe. Les radios parlent d'un réseau sexuel élitiste, de jeunes filles sacrifiées pour les contrats pétroliers. La tempête est là. Les représailles. Ezine reste cachée. Ikena a brouillé son téléphone. Elle change de logement chaque nuit. Mais la riposte est rapide, brutale, vicieuse. Le lendemain, sa mère est arrêtée pour fraude fiscale et complicité de chantage. Les images tournent. Elle, menottée, visage épuisé, humiliée. Le surlendemain, un message lui parvient par WhatsApp. Vidéo. Chijioke. Assis sur une chaise, les yeux pleins de peur. Ezine, s'il te plaît. Arrête, j'ai peur. Je veux rentrer à la maison. Elle s'écroule, hurle. Ikena la rattrape avant qu'elle ne brise le miroir. C'est ce qu'ils veulent. Que tu craques. Que tu recules. Ils ont ma mère. Mon frère, Toby est peut-être mort. Et moi, je suis en vie. Pourquoi? Un silence de trop. Les nouvelles s'assombrissent. Toby, toujours introuvable? Certains disent qu'il est mort. D'autres qu'il est enfermé dans une cellule clandestine. Aucune preuve. Aucun mot. Ezine perd l'appétit. Perd le sommeil. Elle écrit chaque soir une lettre à son frère. Des mots qu'il ne lira peut-être jamais. Une décision impossible. Ikena lui propose un plan. Fuir. Vraiment cette fois. Une militante suisse accepte de lui créer une fausse identité, de l'exfiltrer via le Togo. Mais il faut abandonner tout. Tu disparais. Tu oublies ton nom. Tu recommences. C'est ta seule chance. Ezine reste silencieuse. Puis elle répond. Ils veulent que je disparaisse? D'accord. Mais je vais les hanter d'abord. La promesse du sang. La nuit suivante, elle enregistre une dernière vidéo. Cette fois, sans flouter son visage. Je m'appelle Ezine Okafor. Je ne suis pas une victime. Je suis une preuve vivante de ce que vous avez caché. Si je disparais demain, c'est que j'avais raison. Et si j'ai encore une voix, alors je crierai jusqu'à leur chute. Elle l'envoie à Ikena. Puis elle disparaît. Le sacrifice, ce n'est pas seulement perdre ce qu'on aime, c'est continuer à marcher, même quand tout en toi hurle d'abandonner. On croit que le feu s'éteint sous la pluie, mais certaines femmes apprennent à brûler même noyées de larmes. Un village au bout du monde, caché dans une case en terre battue, loin au nord de l'état d'Ekiti. Ezine passe ses journées à regarder les arbres danser dans le vent. Un couple de fermiers l'héberge. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont trouvé. C'est Mama Kaima, cheveux blancs, regard d'acier, voix douce et autoritaire. Elle dirige un réseau discret de femmes survivantes, disséminées dans le pays.
Toutes ont été brisées, battues, traquées, violées, mais aucune n'a cédé. Le refuge des voix muettes, dans un bâtiment abandonné qu'elles ont transformé en centre de soins. Ezine découvre un autre monde. Des femmes marquées, certaines mutilées, d'autres à peine adultes. Mais elles chantent, travaillent, réparent, espèrent. Ici, on guérit par les mains, pas par la haine, dit Mama Kaima. Et ici, tu n'es plus leur proie. Tu es notre sœur. Ezine pleure. Pour la première fois depuis longtemps. De reconnaissance, la mission recommence. Ikena revient la chercher. Ils ont resserré les mailles. Mais on a trouvé une piste. On sait où ton frère est retenu. Une propriété isolée, sous contrôle militaire. On n'aura qu'une seule chance. Ezine se relève. Alors il faut frapper comme eux, sans prévenir. Sans pitié. Elle prépare tout. Avec les femmes du réseau, faux uniformes. Vélo pour traverser les bois. Un ancien militaire reconvertit les guides. La libération. La nuit tombe. Ils infiltrent la propriété. Des tirs éclatent. 2 femmes tombent. Mais Ezine atteint la pièce. Chijioke est là, amaigri, choqué, mais vivant. Ezini, c'est vraiment toi. Elle le serre fort, fort comme une promesse. Ils repartent, brûlent tout derrière eux. L'enfer est passé. Pour l'instant. La vérité sur Toby. 2 jours plus tard. Ikena arrive, regard grave. Ils tendent une clé USB. Il est vivant, mais... Ils lui ont injecté quelque chose. Torture psychologique. Médicaments. Il ne parle plus. Il est enfermé dans une clinique privée à Port Harcourt. Il te reconnaît, mais... Il ne parle plus. Comme si le silence était sa prison. Ezen s'effondre. Il m'a défendu. Et maintenant, il ne peut même plus dire son nom. Mais il est vivant, dit doucement Mama Kaima. Et tant qu'il y a souffle, il y a un cri à libérer. Le feu sous la pluie, ce n'est pas une illusion. C'est ce que deviennent les femmes qui ont tout perdu et qui décident de malgré tout de continuer à brûler pour la vérité. Tout ce qui ne pouvait être crié, Ezine l'a écrit, et son silence est devenu un tambour. Une salle d'université à Abuja. La salle est pleine. Étudiants, journalistes, maires, activistes, anciens ministres. Une jeune femme monte sur l'estrade. Elle porte une robe simple, les cheveux tressés, le regard droit. Elle s'appelle Ezine Okoro. Et ce jour-là, elle ne pleure plus. Dans ses mains, un livre. Titre « Sous la cendre des rêves ». Le témoignage d'une génération sacrifiée. Elle raconte. Les voyages avec Chief Adedayo. Les jeunes filles offertes comme des chèques humains. Les femmes qui ont survécu. Toby, brisé mais vivant. Chijioke, qui réapprend à parler. Et la mère, détenue sans procès, puis libérée, mais changée. Le livre devient feu, le livre devient viral. Les chaînes de télé en parlent. Les hashtags se répandent. Des voix s'élèvent. Certaines soutiennent. D'autres attaquent. Chief Adedayo est exilé. D'autres tombent. Mais ce n'est pas une victoire. Pas au sens hollywoodien. Toby vit dans une clinique. Il ne parle toujours pas. Sa mère refuse les interviews. Elle a honte. Chijioke sourit à nouveau. Mais parfois, dans ses yeux, on voit encore la peur. Et pourtant, un jour, une jeune fille vient la voir après une conférence. Je voulais abandonner l'école. Mais j'ai lu ton livre, et maintenant je veux devenir avocate. Une autre écrit sur Instagram, « Grâce à toi, j'ai dit non à un homme riche qui voulait sponsoriser ma vie. » Et un jour, un journaliste, la voix tremblante, murmure, « Toby m'a dit de croire en toi. » Il avait raison. Dernière scène, la chambre de Lagos. Ezine est seule, dans une petite pièce. Sur les murs, des photos. Elle, Chijioke. Elle, avec Mama Kaima. Elle, sur scène. Elle allume une bougie. Pose son manuscrit sur le bureau. « Toby, si tu m'entends, sache que j'ai tenu parole. Je n'ai plus peur. Et je ne me tairai plus. » La caméra s'éloigne. Une voix off lit la dernière phrase du livre. « Ce n'est pas l'histoire d'une héroïne. C'est l'histoire de toutes celles qu'on a forcées à se taire et qui un jour ont hurlé si fort que même les murs ont tremblé. » Fin.